Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mieux Grandir. J'ai le plaisir de retrouver le Dr Egler. Bonjour. Bonjour. Je vous représente très vite. Vous êtes pédiatre, vous êtes psychiatre, vous êtes praticien et vous recevez quotidiennement des parents, des enfants qui souffrent. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'avec vous, on va essayer de comprendre comment, entre guillemets, on va vers le chemin de la souffrance. Exactement, et comment on peut en sortir. Voilà, et puis si vous sortez un livre un jour en disant les 1000 recettes pour être heureux, on en fera la promo. J'aimerais bien. Voilà, mais c'est pas gagné. Alors, moi je voulais vous interroger aujourd'hui sur l'arrivée de bébé, sur la première fois où on devient parent. Parce que là aussi, on entend tout et rien. Alors je vais commencer par une petite question, entre guillemets, je vais vous provoquer. Que pensez-vous du fameux cododo? Ou alors aujourd'hui, il semble fondamental que le bébé dorme dans la chambre des parents. Moi, je viens d'une génération où c'était une aberration. Oui, moi aussi. Alors, c'est vrai que... D'abord, est-ce un débat intéressant ou est-ce que c'est parler pour ne rien dire, cette question-là? Pour nous, encore une fois, on voit des parents vraiment dans des situations de souffrance. J'ai envie de dire... c'est pas pareil, le cododo que le co-sleeping. Alors, quelle différence vous faites? Co-sleeping, c'est l'enfant qui est dans le lit des parents. Donc, il se met au milieu des deux? Voilà, par exemple, qui est, alors, dans ce que je sais, toujours fortement déconseillé. C'est-à-dire que c'est des situations qui peuvent mettre en danger l'enfant, d'être écrassé, la température corporelle. Ouais, donc là, vous parlez déjà d'un danger physique. Voilà, c'est très important. Nos collègues sages-femmes, obstétriciens, à ce que je sais, le déconseille fortement. Maintenant, le cododo, j'ai envie de dire, chacun fait dans l'intimité de son foyer ce qu'il veut. Un enfant, ça peut faire du bruit. Moi, personnellement, ça m'empêche un peu de dormir. C'est incroyablement bruyant. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est incroyable. Ça ne fait pas des petits dodos. Exactement. Donc, mais est-ce que, pardon, mais je vous en prie. La chambre du parent, c'est la chambre de l'intimité. C'est d'ailleurs symboliquement là où on a fait l'enfant. Évidemment. Est-ce que c'est pas une forme de pouvoir qu'il prend, et en plus, avec même en étant une barrière physique entre les parents? Est-ce que ça dit pas des choses, ça? Ça dit des choses, mais pour nous, dans ce que l'on voit, perçoit, c'est souvent des craintes. C'est-à-dire que parfois, certains parents vivent des drames plus ou moins importants, mais où l'on peut comprendre qu'ils souhaitent avoir leur enfant près d'eux, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu des accidents, enfin les choses de la vie regrettables, on comprend parfois que pour eux, ce soit important d'avoir d'une certaine façon leur enfant à l'œil. L'inconvénient dans ces situations-là, c'est que ça peut être très fatigant, c'est-à-dire que on a plutôt à essayer d'aider des parents qui sont en alerte en permanence. Est-ce que vous, cet enfant qu'on a gardé dans le lit, et vous le disiez de manière entre guillemets légitime parce qu'il y a une peur, est-ce que finalement cet enfant-là, il emmagasine pas des peurs, enfin un certain nombre de choses, parce que c'est sûrement pas neutre pour un enfant, même si il conscientise pas, mais c'est sûrement pas neutre. C'est vraiment un grand débat et il y a beaucoup de recherches pour savoir à quel moment l'enfant pourrait ressentir l'angoisse. Encore une fois, notre perception est plutôt une perception relationnelle, c'est-à-dire que plutôt que penser à l'enfant ou aux parents, d'essayer de comprendre en quoi le lien que le parent établit avec l'enfant, à ce moment-là, devient un lien anxieux. Avec l'idée que ni le parent ni l'enfant ne sont complètement responsables de l'angoisse dans le lien. L'enfant peut imaginer qu'il a besoin de son parent à côté de lui, même si le parent, à ce moment-là, se dit « bon, c'est bon, maintenant, ce serait bien que tu ailles dans ta chambre ». Et à l'inverse, l'enfant n'est pas forcément responsable des inquiétudes du parent vis-à-vis de ce qu'il a vécu. Ce que vous dites, si finalement je comprends bien, la première vraie question, c'est la motivation réelle qui se cache derrière ça. C'est-à-dire que vous, parents, vous ne dites pas « voilà, moi je suis docteur, je vous dis c'est très bien, c'est très mal ». Mais vous dites « prenez peut-être le temps de vous questionner en profondeur sur pourquoi vous avez besoin que votre enfant soit
dans le lieu conjugal, dans le fond. Exactement. Et puis, l'idée, c'est dans la société dans laquelle on vit, est-ce que l'enfant va être dans votre chambre toute sa vie? À quel moment est-ce qu'il va changer de chambre? Dans certaines sociétés, on peut imaginer qu'on vit tous sous le même toit, enfin, dans la même pièce. Nous, dans notre société, on a plutôt tendance à dire qu'on vit un peu séparément. Donc, l'enfant, quand il sera un peu plus âgé, pourra peut-être se faire un peu moquer lorsqu'il dira qu'il vit avec papa-maman. Oui, ce que vous dites, et c'est vrai que c'est très étonnant. Vous allez dans les sociétés de type asiatique, Japon ou Chine, c'est vrai que toutes les générations vivent sous le même toit. Et finalement, ce que vous dites, c'est aussi que le rôle dévolu, il est aussi sociétal. Exactement, oui. On est dans un contexte social qui ne permet pas, enfin, en tout cas, quand vous cherchez un mari ou une épouse, de lui dire « Viens, on va dormir dans la chambre des parents ». C'est comme ça. Maintenant, en effet, je pense que il est compliqué d'aider les gens à autonomiser leurs enfants sans comprendre ce qui pourrait empêcher cette autonomisation. Et la plupart du temps, c'est plutôt des origines peut-être qu'il faut chercher dans des accidents. Encore une fois, il y a des éléments traumatiques. Ça veut dire que lors d'une émission précédente, vous nous rappeliez le besoin d'autorité, pas d'autoritarisme, mais d'autorité. Voilà, qui autorise, c'est ça. C'est à contrario de qui refuse tout par principe. Là, ce que vous dites quand même, c'est, si je comprends bien, c'est attention parents, entre guillemets, votre responsabilité, c'est l'autonomie. Aider votre enfant à vous quitter. C'est un rôle préparatoire. C'est un peu triste, enfin, d'une certaine façon, ça pourrait être un peu triste de dire qu'en réalité, on apprend à notre enfant de se passer de nous. Et c'est pourtant bien le cas. Et oui. Et est-ce que justement, vous, dans votre cabinet, vous voyez justement des souffrances de ce type-là, d'enfants qui n'osent pas partir ou qui ont finalement développé des peurs terribles de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des souffrances liées à ce genre de choses? Exactement. Enfin, la pédopsychiatrie, en réalité, en grande majorité, l'objet de la pédopsychiatrie, c'est les étapes de l'autonomisation. C'est la scolarité obligatoire, c'est les apprentissages, c'est l'entrée dans la sexualité à l'adolescence. C'est vraiment des grandes étapes d'autonomisation. Et en effet, la première est la naissance. Et dans toutes ces étapes, et j'aurais grand bonheur à vous inviter à reparler de ces étapes, mais dans toutes ces étapes, le rôle des parents, c'est vraiment un rôle d'accompagnant aussi, non? Voilà, c'est ça. De dire « n'aie pas peur, va vivre cette expérience ». Tout en sachant que les parents eux-mêmes vivent ça pour la première fois. C'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant, d'un premier enfant, c'est la première fois que les parents le vivent. Le départ, l'école obligatoire, c'est la première fois que les parents le vivent. La sexualité de leur enfant, c'est la première fois que les parents le vivent. Et je dirais même que s'il y a des frères et sœurs ensuite, peut-être qu'il y a une certaine habitude, une certaine détente, mais néanmoins, c'est la première fois qu'ils ont un frère et sœur. Mais c'est vrai qu'on a vécu l'expérience de la maternelle, on a culpabilisé, on s'est dit qu'on était un salaud de laisser notre enfant. Alors, justement, je trouve que, et moi ça me passionne, vous tordez un peu le cou aux grands principes, c'est-à-dire que de génération en génération, moi je pense par exemple à la fameuse tutute. Il y a eu des générations qui disaient « il faut absolument que l'enfant ait une tutute », puis après ça a été « il faut absolument pas que l'enfant ait une tutute ». J'entends dans votre propos, c'est dire chaque cas reste malgré tout. Alors il y a des grands principes, mais chaque cas reste unique. Oui, je crois qu'il faut avoir des principes de base. Enfin, les questions de déformation de la mâchoire avec le pouce que permet d'éviter la tutute, comme vous dites, je trouve que c'est important de pouvoir éviter tout écueil vraiment physique. Maintenant, la question est une question de confrontation entre un confort familial, des principes familiaux et des principes sociaux, et une négociation toujours entre l'intérieur et l'extérieur de la famille, qu'en réalité l'enfant oblige. Ce que vous dites, moi je retiens, ce que vous avez dit au tout début, c'est effectivement il y a des réalités, ce que vous disiez par exemple de vos confrères qui disaient attention avec le co-sleeping, là il y a des réalités de dangerosité pour l'enfant, donc là on va dire on discute pas, on en prend conscience et point. Et puis finalement par exemple quand vous parlez de l'intérieur, l'extérieur, la famille, c'est est-ce que j'emmène mon fils ou mon petit chez les copains, est-ce que je le garde dans les bras pour qu'il arrête de pleurer, est-ce que tout ça c'est des conflits finalement
personnel. En lien avec la société, l'enfant nous oblige à confronter nos principes propres, notre intimité finalement, avec le social, ce que l'on fait avec l'enfant, finalement, on le présente. Ça veut dire que si je suis le père d'un enfant parfait, je suis moi-même parfait. Et si je suis le père d'un enfant qui nous emmerde toute la soirée parce qu'il pleure et qu'on peut pas discuter tranquillement entre amis, je suis un mauvais père? Est-ce que c'est un peu, je suis évidemment schématique, mais est-ce que c'est un peu ça ce que vous dites? Ça pourrait être une crainte. En tout cas, le risque dans ce que vous évoquez, c'est qu'on fasse porter à l'enfant la faute et la culpabilité de nos propres craintes. C'est-à-dire, si j'ai envie, moi, de passer pour un père parfait, j'aurais l'impression que mon enfant pourrait me trahir si à un moment il est impoli, si à un moment il déborde. Vous utilisez le terme de trahison. C'est en tout cas le sentiment. Si mon enfant n'est pas ce que j'ai envie qu'il soit, il me trahit. Voilà, c'est ce que l'enfant pourrait imaginer dans ses loyautés. L'enfant est quelqu'un de très loyal vis-à-vis de sa famille, et il pourrait lui avoir le sentiment, à contrario, d'être un mauvais enfant, s'il fait passer son parent pour un mauvais parent. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une tendre pensée pour beaucoup d'enfants du divorce qui, dans ces cas-là, parce que papa pense blanc et maman pense noir, peut-être que d'ailleurs beau papa pense gris et que belle maman pense bleu, et en fait son problème c'est de risquer de trahir en fait tout le temps, quoi. Parce qu'il faut qu'il soit tout le temps parfait pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant apprend dans les situations de séparation qu'il y a des milieux, des systèmes qui ne sont pas, hélas, conciliables et qui n'y peut rien. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a choisi le mariage de ses parents, et ce n'est pas lui qui a heureusement décidé qu'il se sépare. C'est parce que, encore une fois, dans l'amour, il y a un certain jeu qui autorise la séparation. Alors, j'en reviens à mes cododos Je vous en prie. très schématiquement, parce que c'est vrai que c'est un sujet, ce qui est formidable quand on vous parle, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que c'est un puzzle, c'est-à-dire que on pose quelque chose, mais ça appelle autre chose. Hein. On est dans ce type de système. Est-ce que vous, ces dernières années, en qualité de praticien, vous avez vu des questions qui se posaient de plus en plus, des questions plus prégnantes chez les jeunes parents, des angoisses plus fortes? Moi, j'ai l'impression que cette génération est pleine d'incertitudes. Alors, globalement, on a l'impression que la société se complexifie au fil de temps de plus en plus. Nos collègues de la périnatalité, les pédopsychiatres qui s'occupent de la toute petite enfance, de la naissance, de la grossesse, ça s'appelle la périnatalité. En effet, il y a une certaine liberté, il y a une certaine information qui fait qu'en réalité, on a de plus en plus de choix qui s'offrent à nous en tant qu'humains dans nos parcours de vie. On voit des gens avec une richesse, une créativité étonnante. Donc, en effet, par rapport à toute cette créativité, ça génère aussi plus d'angoisse, hein, c'est-à-dire plus de choix. C'est vrai que la génération précédente, finalement, à laquelle j'appartiens, on nous disait, voilà ce qu'est un père parfait, voilà ce qu'est une mère parfaite, point. Il n'y avait pas de choix pour le coup. Exactement. Le père parfait, c'était pas quelqu'un qui s'occupait des enfants, c'est quelqu'un qui ramenait le salaire. Par exemple. Aujourd'hui, alors justement, en parlant de ça, j'ai une question sur les réseaux sociaux d'un jeune couple. Lui s'appelle Sacha, elle s'appelle Ambre. Ils bossent tous les deux comme des fous. Ils vont être parents début juillet. Et leur question, c'est de se dire, alors ils ont a priori vu, ils vont pouvoir s'arrêter pendant 2-3 mois pour s'occuper de la petite fille qu'ils attendent. Mais l'inquiétude, c'est comment on fait, entre guillemets, lorsqu'on va reprendre nos vies de fous, parce que ce sont des super bosseurs, donc leur inquiétude, c'est est-ce que finalement on sera des mauvais parents si on ne fait que travailler? Comment on s'organise autour de ça? Si des réponses il y a. J'ai beaucoup de tendresse pour eux, parce que je pense qu'ils vont voyager beaucoup dans leur... ils vont être confrontés à des choix, il y a des injonctions qui peuvent être contradictoires, c'est-à-dire des injonctions à beaucoup travailler, à bien travailler pour avoir une belle maison, une belle famille, et à la fois à devoir être très présent pour les enfants. Donc je ne sais pas comment ils vont devoir se débrouiller. Il y a presque une culpabilité avec 6 mois d'avance. Ça n'est pas de leur faute, mais ils sont confrontés à quelque chose de très culpabilisant, c'est-à-dire d'un côté comme de l'autre. Professionnellement, s'ils ne travaillent pas assez, ils risquent de se culpabiliser, et avec les enfants, avec l'enfant,
en tant que famille, ils peuvent se culpabiliser de ne pas être assez présents. Donc en réalité, ils vont, par rapport à la complexité de la société, devoir se poser des questions. Les questions les principales, je pense que ce n'est pas pourquoi on fait les choses, mais pour qui. C'est-à-dire pour qui j'ai une vie professionnelle où je travaille comme un fou, pour qui j'ai un enfant, pour qui je veux fonder une famille. Je pense que quand on se pose la question de pour qui, ça va un peu mieux que quand on se pose la question de pourquoi. D'accord, pour qui plutôt que pourquoi. Et finalement, puisque notre entretien arrive à sa fin, dans le fond, je pense à ce jeune couple. Finalement, ils étaient 1 et 1. Ils ont décidé d'être ensemble. Alors, est-ce que 1 plus 1 fait 2 ? Je ne sais pas. Ou est-ce que 1 plus 1 fait 1 ? Je ne sais toujours pas. Il y a un petit bout qui arrive. Alors, vous allez me dire, je suis pédopsychiatre, je suis pas mathématicien, mais ça fait quoi ? C'est 1 plus 1 égale 3 ? C'est quoi ? Finalement, vous dites quoi ? Il n'y a pas de modèle ? Réinventer, bâtisser ? Oui, là vous soulevez des questions qui pourraient nous mener au bout de la nuit. C'est-à-dire que je ne sais pas quand on rencontre quelqu'un si on est vraiment un. Je pense qu'il y a nos parents qui nous permettent de rencontrer cette personne, il y a notre contexte social. Donc je crois que on n'est jamais vraiment 1 plus 1. C'est-à-dire quand je tombe amoureux, il y a évidemment de savoir s'il est admis par la famille quand je me marie. Mais de fait, dans un couple, quand un enfant arrive, le système change et en effet, ça devient une nouvelle unité avec des nouvelles nécessités qui peuvent être en contradiction avec les nécessités antérieures. On ne se balade plus pareil dans la maison quand on a un enfant, on n'a plus les mêmes horaires, ça fait naître des questions qu'on n'imaginait pas, et notamment comment est-ce qu'on va bien dormir la nuit, plutôt que est-ce que je vais de nouveau m'épanouir dans mon job. Tout à fait, et c'est vrai que ce que vous soulevez, c'est amusant, parce que c'est vrai que le réflexe de tous les grands-parents normaux à la maternité, c'est tout de suite de dire « t'as vu ce qui me ressemble ». C'est aussi ça un peu. Bah oui, l'enfant s'inscrit dans une histoire. Voilà, les bouddhistes appellent ça aussi la dette karmique, c'est-à-dire on amène tout ce qui est de bien et pas bien aussi. Oui, le capitalisme s'entend bien avec cette notion de dette. Pour conclure et terminer, ce que j'ai compris de cet entretien, c'est de dire « posez-vous les bonnes questions ». Vous avez dit arrêtez peut-être de vous dire pourquoi, mais pour qui. Oui. Plutôt que de savoir quelle est la recette magique, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez besoin de cette recette magique. Finalement, la question, c'est pas tellement est-ce que c'est bien que bébé dorme dans la chambre. On le répète, pas dans le lit, ça les médecins le disent. Mais dans la chambre, c'est pas tellement la question, c'est est-ce que je suis pas, moi, surangoissé ? Posons-nous les bonnes questions. Pour qui je le fais. Mais de toute façon, je dirais même, quand vous dites posons-nous les bonnes questions, c'est de toute façon, on est confronté à des difficultés qui vont nous imposer des questions. L'illusion serait de penser que ces difficultés sont des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Alors qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. On va devoir traverser des moments, on va devoir essayer. Et puis, je trouve que vraiment, oui, vous avez raison, de savoir pour qui on le fait, d'avoir cette idée-là, ça aide, en tout cas. Et de se rappeler que de ne pas avoir les réponses n'est pas une faute, c'est normal. Oui, dans les problèmes sans réponse, de ne pas l'avoir, la réponse. Surtout que c'est ce que vous disiez, avec un bébé qui va en 2 minutes devenir ado et en 3 minutes devenir adulte. Voilà. On n'a pas fini de répondre à la question 1, qu'il y a déjà la 2, la 3 et la 4 qui patientent. Exactement. Mieux vaut parfois changer le problème que de répondre là où il n'y en a pas. Voilà, et de rappeler, enfin, avant de vous quitter, que aujourd'hui, vous consultez, vous professionnels, ça fait du sens. Et bien au contraire, il faut sûrement mieux des fois venir chercher des réponses plutôt que les trouver soi-même ou vivre mal avec. Oui, je crois que vraiment, en tant qu'humain, en tant que frère humain, on peut s'entraider dans la complexité de notre monde. Eh ben, merci de nous avoir entraidés. Et comme il est de coutume pour conclure cette émission, l'avis éclairé d'Hélène Agati, directrice de Kangourou Kids à Caen. Ce que je retiens du coup de cette interview, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement une façon de gérer l'arrivée de son bébé, notamment quand il s'agit d'un jeune couple qui vient d'avoir son premier enfant ou qui va avoir son premier enfant.
Auparavant, on avait la possibilité de se fier à nos parents, à notre propre mère, par exemple, quand on est maman, et on allait souvent aller chercher l'info auprès de maman, savoir comment je dois élever mon enfant, qu'est-ce que je dois faire pour telle situation. Et c'est vrai qu'on était très à l'écoute de nos parents. Aujourd'hui, les cartes sont différentes. Aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations. Et il est vrai que ça crée un dilemme pour les parents, finalement. Ils ont un choix multiple. Il y a plein de façons, beaucoup de façons de gérer son enfant et l'arrivée de son enfant. Et avec des outils divers et variés, pour pouvoir s'aider à l'élever du mieux qu'on peut, évidemment. Parce qu'encore une fois, on est vraiment dans cette démarche. Le parent, je pense qu'il a réellement une seule intention, c'est de faire du mieux qu'il peut pour son enfant, avec encore une fois son histoire, la manière dont lui il a été élevé, etc. Et du coup, l'histoire du cododo, c'est vrai que c'est un peu symptomatique des différents outils qu'on peut être amené à utiliser. Et c'est vrai que c'est un côté pratique, hein. Moi, très clairement, je l'ai utilisé en tant que maman, et notamment lorsque on allaite. C'est le côté hyper pratique. Au-delà du fait qu'on ait envie d'avoir son enfant à côté de soi, etc. Donc ça, il n'en parle pas forcément, mais ça, c'est un des côtés intéressants du cododo. Après, il est vrai qu'on peut avoir des croyances, et notamment, on entend tellement de choses aujourd'hui sur ce qui peut arriver aux enfants, la mort subite du nourrisson, etc., qui peut créer des angoisses pour les primo-parents, enfin les parents qui ont leur premier enfant, qui n'ont pas forcément une perception on va dire, des statistiques, et qui vont avoir surtout pas envie que ça leur arrive. Et donc, je pense qu'en effet, c'est très, très, je dirais, symptomatique de parents et de quelle perception ils ont, en tout cas, de la manière d'élever un nourrisson, de l'accompagner lorsqu'il vient de naître. Et ça renvoie en effet vers ses propres craintes et peurs, finalement. Donc après, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise façon de faire. J'ai bien aimé quand il a parlé du sens dans l'arrivée de l'enfant. Il y a le sens, c'est pour qui je le fais, pour qui j'ai un enfant. Et je pense que c'est aussi un aspect qui doit être évoqué avec l'autre parent. Parfois, on a des parents qui n'ont pas forcément réfléchi à comment ils allaient éduquer leur enfant. Ils n'en ont pas parlé entre eux. Donc ça peut être aussi un sujet qui peut créer de l'angoisse et de l'anxiété, hein, quand ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon de faire. Et notamment le fait de mettre son enfant dans sa chambre à la naissance. C'est vrai que ça peut rassurer très souvent les mamans. Les papas ont peut-être pas forcément la même vision. Après, il y en a pour qui je pense que c'est vraiment une communication à avoir et un échange à avoir avec son conjoint avant l'arrivée du bébé. Après, j'entendais parler aussi de l'organisation des parents, des jeunes parents, qui ont une activité professionnelle intense. Il est vrai qu'il faut pouvoir jongler avec l'éducation des enfants, de l'enfant qui vient d'arriver. Et c'est là où le côté pratique va être important. Et puis aussi le fait que on a quand même une vie professionnelle, il faut pouvoir continuer à mener tout ça de front. Encore une fois, on parle d'harmonie, mine de rien, c'est de trouver un bon équilibre entre la vie pro et pouvoir avoir un équilibre aussi pour s'occuper de son enfant qui vient d'arriver. Et ça, donc ça peut être un peu complexe pour certains parents, en effet, de pouvoir réussir à trouver cet équilibre. Concernant l'autonomisation de l'enfant, la notion qui est abordée, en effet, c'est le rôle du parent qui est là pour finalement être un guide pour son enfant et l'aider à grandir, à évoluer et à devenir un jour autonome. C'est clairement, je pense, l'objectif de nous tous en tant que parents. Et encore une fois, c'est la personnalité de la famille, le mode d'éducation qui va permettre ça. Et je ne sais pas si l'histoire du cododo peut empêcher l'autonomisation de l'enfant. En tout cas, moi, je pense qu'il peut peut-être, au contraire, y contribuer. Un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui a acquis tout au long de son enfance, à mon sens, la confiance. Et donc qui, par l'amour transmis par ses parents, par le fait qu'il soit écouté, entendu, sans pour autant être dans l'enfant roi, hein, on parle de ce sujet, va acquérir une certaine confiance en lui, et ce qui va lui permettre d'être autonome et de pouvoir, la première fois, faire du vélo tout seul, la première fois, manger à la cuillère tout seul, la première fois, et même plus grand, va lui permettre de se lancer avec moins de crainte, parce que il sait qu'il a derrière lui
son parent qui est là pour le rassurer, l'accompagner, etc. Qui peut compter sur lui. Ça, c'est ma perception des choses. Je pense qu'en effet, cette autonomisation, elle ne se fait pas si l'enfant n'est pas en sécurité et dans la confiance avec ses parents. Merci à Hélène, merci à vous, docteur Egler. Et puis, chers parents, je crois qu'il y a matière à réfléchir, à avancer, mais dans tous les cas, l'important, c'est aimons nos enfants, ils nous le rendent tellement. À très bientôt.